Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un objet qui est littéralement partout. Aux terrasses des cafés, dans la rue, à la télé, c'est omniprésent. C'est un dispositif qui soulève énormément de questions, des débats super passionnés et surtout un vrai déluge de données de santé qui peuvent parfois sembler contradictoires. Mais le plus fascinant là-dedans, c'est que cette technologie a une histoire étonnamment longue, une histoire qui nous amène tout droit aux données médicales hyper importantes d'aujourd'hui. Préparez-vous, parce que ce voyage dans le temps risque bien de bousculer quelques idées reçues. Alors, si on se pose cette question toute simple, qui a inventé ça? La réponse instinctive de la plupart des gens, c'est de pointer vers les années 2010. C'est l'époque où ces gros nuages de vapeur aromatisée ont soudainement débarqué dans l'espace public. On a vraiment tendance à penser que c'est une invention ultra moderne, un truc né en même temps que les smartphones, quoi. Eh bien, pas du tout. La véritable genèse remonte à beaucoup plus loin, et le point de départ est totalement inattendu. Bon, voyons vite fait le programme. 1. Le prototype oublié de 1963. 2. Un drame comme catalyseur. 3. Le point de bascule technologique. 4. Les données médicales et la réduction des risques. Et enfin, 5. La perspective de l'OMS. Allez, on plonge directement dedans. On a 3 dates clés à retenir pour comprendre comment tout a basculé. Un premier saut hallucinant au début des années 60, ensuite on fait un bond géant de 40 ans pour atterrir en 2003. Et enfin, l'accélération décisive, le vrai tournant, c'est 2009. C'est littéralement la feuille de route qui a créé l'industrie mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Première partie, le prototype oublié de 1963. Une vision vraiment en avance sur son temps. Faut se remettre dans le contexte. Dans les années 60, fumer, c'était la norme absolue. Au bureau, sur les plateaux télé, partout. Et pourtant, en 63, un ferrailleur de Pennsylvanie, Herbert A. Gilbert, a une idée de génie. Il conceptualise une alternative sans aucune combustion. Son brevet, remplacer le papier brûlé par de l'air humide chauffé par une batterie qui passe à travers une cartouche aromatisée. Et le truc dingue, c'est que c'était purement sensoriel. Cannelle, menthe et absolument zéro nicotine. Sauf que ça a fait un flop total. L'idée est morte dans l'œuf. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la pression sociale contre le tabac, ça n'existait pas. Les dangers de la fumée n'étaient pas sur la place publique comme aujourd'hui. Du coup, les investisseurs s'en fichaient complètement et les géants du tabac encore plus. Le marché n'était tout simplement pas prêt et ce brevet génial de 1963 a fini aux oubliettes. Deuxième partie, un drame comme catalyseur. On passe en 2003 avec une mission très personnelle. On fait donc notre fameux bond de 40 ans et on quitte l'Amérique pour la Chine du début des années 2000. C'est là que l'innovation technologique percute une tragédie purement humaine. Ang Lik, un pharmacien chinois qui fumait énormément, perd son père d'un cancer du poumon. Un vrai choc. Et cette douleur va le pousser à chercher une solution bien précise. Comment garder l'apport en nicotine pour gérer l'addiction, mais en éliminant absolument le goudron et la fumée mortelle. Après des années de labo, bam, 2003, il sort le premier dispositif fonctionnel et commercialisable avec la technologie dite Ruyan. Troisième partie, le point de bascule technologique. On passe des ultrasons à la fameuse résistance. Ce qui est passionnant ici, c'est l'ingénierie derrière. Le concept de 2003 fonctionnait, ok, mais avec des ultrasons. C'était super cher, la vapeur était froide, toute fine, bref, pas très satisfaisant. La véritable révolution, c'est une simple simplification en 2009. L'ingénieur David Yongqiang Hsu dépose un brevet qui vire les ultrasons et met un simple fil résistif à la place. En chauffant directement, l'efficacité explose. La vapeur devient chaude, dense, imite presque la fumée et surtout les coûts de production s'effondrent. Un vrai game changer. Et à partir de là, tout s'emballe. On traverse 4 générations de matériel à la vitesse de la lumière. Au début, on avait les petites imitations de cigarettes pas terribles. Ensuite, la standardisation avec les réservoirs transparents. Puis la génération 3, l'ère de la haute puissance, le gros matériel, presque une culture de geeks. Pour enfin revenir aujourd'hui à des formats hyper compacts, les pods, ultra efficaces avec les sels de nicotine. Toute cette évolution éclair, principalement centralisée à Shenzhen en Chine, a créé l'industrie massive qu'on voit aujourd'hui. Quatrième partie. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Données médicales et réduction des risques. Que disent vraiment les médecins? Toute cette évolution matérielle nous amène directement au débat actuel. La technologie est mature, donc le monde médical l'examine à la loupe. Et la ligne de base, le constat de départ fixé par l'Organisation mondiale de la santé, il fait froid dans le dos. La cigarette traditionnelle tue un consommateur sur 2. 1 sur 2, c'est la toute première cause de mortalité évitable au monde. Face à une urgence pareille, il faut absolument évaluer toutes les alternatives possibles. C'est précisément pour ça que de nombreux médecins prennent position. Prenons le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue, ou encore l'épidémiologiste Antoine Flahault. Leurs analyses sont très claires. Face au danger absolu du tabac, le rapport bénéfice-risque penche massivement en faveur du dispositif électronique, à condition bien sûr que ce soit utilisé comme un outil exclusif de sevrage par quelqu'un qui fume déjà.
Alors, le point absolument crucial, le secret de cette réduction des risques, c'est l'absence totale de combustion. C'est tout bête, mais quand une cigarette classique brûle, c'est le feu. C'est cette combustion de la matière qui crée le goudron, le monoxyde de carbone et des milliers de substances chimiques cancérigènes. Pas de feu, pas de goudron. En retirant la combustion de l'équation, on court-circuite la libération massive de ces toxines mortelles. Cinquième et dernière partie, la perspective de l'OMS, parce qu'il faut beaucoup de nuances quand on parle de réduction des risques. Attention, il faut être très clair là-dessus. Moins nocif ne veut absolument pas dire sans danger. L'OMS est formelle et maintient une position de prudence très stricte. On parle d'aérosols qui contiennent quand même de la nicotine, qui rend très accro, et diverses toxines. Il y a des risques documentés, surtout pour le développement du fœtus. Pour les autorités mondiales, la règle d'or est simple. Même si la nocivité est clairement différente, le meilleur choix pour la santé, c'est de ne consommer ni l'un ni l'autre. Point final. C'est là que tout se joue, au niveau de la mécanique. D'un côté, une vraie combustion, un processus pyrolytique qui génère des composés mortels à la chaîne. Et de l'autre, une vaporisation. Alors oui, cette vapeur a une toxicité qui n'est pas de zéro, c'est un fait. Mais elle contourne entièrement la mécanique destructrice de la combustion. C'est ça la vraie définition de la stratégie de réduction des risques dans les données de santé. Pour conclure ce décryptage, la technologie avance vite, les études cliniques s'accumulent, mais une énorme question reste en l'air. Entre des interdictions totales dans certains pays et un encouragement médical franc dans d'autres, comment est-ce qu'on va gérer à l'échelle mondiale cet outil sans combustion face à un fléau qui détruit encore des millions de vies chaque année? C'est un équilibre fascinant et hyper complexe entre le pragmatisme médical et la prévention pure. Une chose est sûre, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre de très très près. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.